Paradoxalement, ce passage à la panne constituera pour mon père, son frère et sa sœur l'un de leurs meilleurs souvenirs d'enfance. Peut-être le seul moment de toute leur jeunesse où ils ont vécu réellement une vie de famille, très proche, vivant comme n'importe quelle famille belge unie, simplement. De temps en temps, la famille royale pose pour des photos qui serviront à remonter le moral des soldats restés au front, ou pour des publications qui serviront à sensibiliser l'opinion internationale au sort de cette famille qui incarne si bien la résistance de ce petit pays à l'envahisseur allemand. Pendant la guerre, la propagande internationale, et particulièrement britannique, s'est emparée de la figure du roi soldat, parce que la Grande-Bretagne est officiellement entrée en guerre avec un capital moral extraordinaire, puisqu'elle dit qu'elle entre en guerre pour défendre la Belgique, pour défendre les petits peuples innocents et maltraités. Et donc on va s'emparer de la figure du roi soldat, du roi chevalier, qui dit la justesse de la cause britannique. Nous sommes entrés vraiment pour un petit pays qui en valait la peine. À côté de lui aussi, c'est pas l'histoire seulement du roi soldat, c'est l'histoire d'un couple. C'est le roi soldat et la reine infirmière. Dès les premiers jours de la guerre, la reine, qui réside encore à Bruxelles, décide de transformer le palais royal en un hôpital dépendant directement de la Croix. En quelques heures, on dépouille 15 salons du palais de leurs meubles, lustres, tapis et plantes vertes. Une salle d'opération est même rapidement aménagée, tandis que l'on installe 220 lits le long des murs. Cet hôpital, malgré la retraite de l'armée belge, restera en activité durant toute la guerre et soignera sans distinction des soldats allemands, des soldats belges. Retranchée à la panne et devant faire face à l'afflux continuel de blessés, la reine se rend compte qu'il manque cruellement d'un hôpital à quelques kilomètres du front, capable de recueillir des soldats nécessitant des soins d'urgence. À nouveau, Elisabeth prend les choses en main. L'état-major, qui dispose déjà d'autres centres hospitaliers, mais trop loin du front pour être efficace, ne veut pas en entendre parler. Il fallait en moyenne 3 jours pour qu'un blessé arrivât à son lieu d'hospitalisation défini. Et entre-temps, beaucoup de blessés mouraient, j'imagine. Beaucoup de blessés sont morts, et d'hémorragie, et surtout d'infections à l'époque. C'est alors que la reine s'est dit qu'il faut absolument faire un centre chirurgical ici à La Panne, donc à environ 9 km du front, et ils se sont mis immédiatement d'accord pour faire un bel hôpital, un centre chirurgical dans l'hôtel de l'Océan. Mais cet hôtel de l'Océan était un vieil hôtel où il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de chauffage central, il fallait donc tout mettre en ordre, il fallait y faire des salles d'opération tout de suite. C'est alors que la reine a eu l'idée de faire appel au major Gordon, qui a alors créé en Angleterre un centre, puis-je dire, pour tâcher d'avoir de l'argent. Et très rapidement, ils sont arrivés à avoir près de 100 000 livres qui ont permis donc la construction du grand hôpital de l'Océan. Il faudra toute l'énergie de la reine et du docteur de Page pour que le projet voie le jour en quelques semaines et puisse ainsi sauver et soigner des milliers de blessés. Alors que, suivant le règlement du service de santé de l'armée, un hôpital de front ne pouvait contenir que 200 lits, l'hôpital de l'Océan comptera rapidement plus de 1000 lits répartis dans différents pavillons. Cet hôpital improvisé, construit à partir de rien, va devenir en peu de temps l'hôpital modèle de tout le front, faisant fonctionner pas moins de 15 services et attirant des savants de toutes les nationalités, tels que Marie et Irène Curie, et permettra même des découvertes capitales pour la médecine réparatrice. À chaque fois, les dons d'organisatrices et la volonté d'aboutir de la reine permettront de répondre pratiquement et rapidement aux besoins les plus pressants des médecins et des malades. La reine, elle venait presque tous les matins. Je allais la chercher ou quelqu'un d'autre. Allait la chercher donc à la Villa Royale. Et puis elle venait faire les pansements. Elle faisait surtout les grands pansements pendant toute la matinée. On lui avait donné la mission de soigner surtout les tout grands malades. Les pansements étaient extrêmement difficiles et douloureux, tel point que tous ces grands blessés attendaient tous les matins avec impatience l'arrivée de la reine pour être soignés par elle.
Ces photos, prises et annotées par ma grand-mère tout au long de la guerre et puisées dans ses albums, témoignent de son apport, de sa fierté peut-être, de ce qui restera un miracle humain sorti en quelques semaines du sable des dunes. Au-delà des blessés, la reine s'implique aussi personnellement pour le sort des orphelins de guerre. Alertée par les cas de plus en plus nombreux d'enfants qui ont perdu leurs parents au combat ou qui ont dû fuir les fermes isolées dans les régions du front, la reine Elisabeth crée rapidement une structure minimum capable d'accueillir ces orphelins. Au départ, une poignée que ma grand-mère emmène visiter la maison royale et rencontrer le roi ravi. Ces enfants vont devenir de plus en plus nombreux et nécessiter une vraie structure, plus imposante, mieux organisée. C'est le but de l'école Karl Théodore. Véritable petit village, mieux adapté, mieux organisé, capable d'offrir à ses enfants le minimum pour leur épanouissement. Des jardins, un dortoir avec une assistance médicale, une salle à manger, un dentiste et même une salle de classe. Ma grand-mère, c'est une révélation. Elle sent combien ces événements tragiques la révèlent à elle-même, combien elle est utile, complémentaire du roi. En vérité, elle n'a jamais été aussi épanouie qu'au contact de ces enfants abandonnés dont elle s'occupe patiemment, de ces 300 enfants échappés par miracle des tueries de la guerre. Cette petite dame menue et souriante de 45 ans, que l'on surnomme déjà la reine infirmière, sent qu'elle obtient enfin un rôle à la hauteur de ses attentes et qui aurait certainement fait la fierté de son père. Élisabeth est devenue en quelques mois un sourire et un réconfort dans l'atrocité et les horreurs de la guerre. Une reine nécessaire et utile, enfin. Le 27 septembre 1918, c'est la contre-offensive. Les Alliés s'engagent dans une attaque coordonnée contre les Allemands. Le roi, qui veut en être pour ne pas perdre les bénéfices de la victoire, refuse toujours obstinément, en tant que chef de l'armée belge, d'être sous les ordres d'un commandement unique étranger. Et on va beaucoup cogiter et on va trouver une solution, un chef-d'œuvre de middlematisme à la belge. On nomme le roi commandant en chef du groupe d'armée des Flandres, qui comprend à la fois l'armée belge, un certain nombre de divisions françaises et un certain nombre de divisions anglaises. Ce qui fait que quand Foch transmet des ordres d'opération aux Anglais et aux Français, le roi Albert, si vous me permettez l'expression, en transmettant les ordres, en faisant le facteur, en prend connaissance, mais on ne lui donne pas à lui un ordre. Le roi est en route pour le retour. Dans quelques jours, il quittera les boues de l'Isère pour la gloire des pavés de Bruges, Gand, Bruxelles et Liège, et jusqu'à New York, où il vivra avec la reine un triomphe international à l'opposé de ces deux vies qu'ils viennent de quitter. 4 années de conflit viennent de se passer. 4 années terribles, durant lesquelles mes grands-parents se sont révélés au monde entier, mais à eux-mêmes aussi, certainement. Comment ne pas penser à mon grand-père, considéré juste avant la guerre par le Kaiser Guillaume comme un pleutre sans charisme. À ma grand-mère aussi, qui quelques années plus tôt courait se réfugier dans son Allemagne natale pour échapper à son pays d'adoption. Comment ne pas songer à ce couple qui, dans l'adversité la plus dramatique, s'est réellement révélé comme le symbole de la Belgique héroïque. En guise de départ de la palme, ma grand-mère prend ses derniers clichés qui clôt son album consacré à cette période si importante de leur vie. À quoi pense mon grand-père à ce moment-là? Capitule-t-il devant les idées noires qui l'assaillent régulièrement? Regrette-t-il déjà cette vie simple et familiale qu'il quitte et qui contraste tant avec ce qui l'attend? Ou peut-être plus tristement, pense-t-il à cet enfant qu'il vient de perdre et à ma grand-mère qui vient de faire une fausse couche en tombant dans un trou de boue? Comment ne pas retenir certaines images étonnantes
qui reste gravée dans ma mémoire. Image étonnante d'un fils au garde à vous devant son roi, comme n'importe quel soldat de service, même si quelques secondes plus tard, le photographe parti, le roi, son père, creusera avec lui la même tranchée. Image étonnante aussi que celle d'Albert, prise en maillot par Élisabeth, lui que l'on a l'habitude de voir en roi chevalier, et devant toujours, même dans l'eau, être accompagné à distance d'un aide de camp. Image étonnante et lourde enfin, du départ forcé des enfants pour l'Angleterre, où Léopold, envoyé à Eton, pleura durant des mois sa solitude, où Marie-Josée, encore enfant, sera bientôt fiancée à Umberto, héritier du trône d'Italie. Image encore plus lourde pour Charles, l'éternel second, qui s'en va à l'école de marine et qui devra subir à 11 ans les bizutages sexuellement traumatisants des marins anglais, qui lui enseigneront aussi que l'oubli du sinistre passe plus facilement après une bonne dose de whisky. Mais cela, comment le raconter à ses parents quand on est un prince royal? Image d'une enfance qui s'en va peu à peu et qui finit par rappeler que quand on est fils ou fille de roi, ce qui importe le plus, c'est son devoir.